Alors, bienvenue à la Ligue des Cinévores. Je m'appelle Mathieu, de retour à l'animation avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max? Ça va bien. Comme un dimanche en soirée. Ah, un petit dimanche relax. Moi aussi, ça va bien. Quand même une grosse semaine derrière moi, mais prêt à relever de nouveaux défis pour la semaine qui s'en vient. Puis surtout, notre émission aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va aller avec les chroniques. Les chroniques. Alors, notre première chronique de cette semaine, c'est qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine, Max? Ah, écoute, j'ai tellement écouté de films cette semaine. Ah ouais? J'étais à bord. Écoute, j'ai les poches pleines, j'essaie d'éviter. Écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Écoute, j'étais Netflix sur deux pattes cette semaine. Aïe, aïe. Ah ouais. Vas-y, commence. Non, sérieusement, j'ai écouté un film. Oh! Même pas de série. Ah, j'ai écouté du YouTube un peu, ça compte. Ouais. Non, j'ai écouté un film, puis vous allez dire, ah, il a pas écouté ça en plus. J'ai écouté The Cobbler. The Cobbler, pour résumer vite, c'est quoi? C'est le film d'Adam Sandler quand il met des souliers, parce qu'il Il est cordonnier. Cordonnier, merci. Il en fait des souliers et il se transforme à la personne à qui appartient ses souliers. C'est ça le film, ça tourne autour de ça, ouais. Puis dans le fond, le film joue avec ça. C'est intéressant. Ben, c'est une comédie à Adam Sandler, là. Ouais, c'est ça, c'est un autre film que Adam Sandler, c'est un paumé qui est pas très talentueux. Je sais pas toi, mais je trouve qu'Adam Sandler, il perd un peu de sa saveur qu'il avait avant. On dirait qu'il fait moins de trucs drôles qu'il faisait avant. À part, il a fait un petit relancement avec sa saga des grandes personnes, là. Ouais, encore là, grande personne, j'ai trouvé. Mais en passant, je trouve que ces derniers films, il a perdu sa saveur humoristique qu'il avait avant, là. Ah, il est très ralenti, mettons. On dirait, je sais pas, je trouve ça triste, j'ai aimé beaucoup de ses classiques, puis Happy Gilmore, c'est dans mes tops, puis je m'attends jamais à l'écouter. Mais je trouve que là, je sais pas ce qui arrive, là, un peu comme à Nicolas Cage qu'on a déjà parlé, il nique dans leur saveur, là. Ouais. Non, sérieux, The Cobbler, c'est comme, c'est ça, c'est un cordonnier. Un cordonnier qui met des souliers, puis il arrive des mésaventures. Enfin, c'est avec une fin surprenante aussi, on peut dire. Ah ouais, ça, oui, par exemple. Ouais, on s'attend pas à cette fin. Mais j'ai écouté un après-midi, puis ça a bien passé. Oh, c'est un film que tu écoutes de côté, là, je veux dire. Ouais, moi, j'ai écouté super écran, puis ça a fait un job. Ouais, c'est ça. Fait que, non, toi, t'as écouté quoi cette semaine? Écoute, moi aussi, plein de films. Écoute, j'ai juste passé la semaine à faire ça. Mais non, comme toi, j'ai été très chargé cette semaine, mais je me suis permis d'écouter un film que j'avais déjà vu. Un des meilleurs films que je considère de la saga de l'univers de Marvel, qui est Captain America 3 Civil War. Okay. Qui est, à mes yeux, dans les meilleurs, je dirais dans le top 5 des films de l'univers de Marvel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, disons-le, pas très bons. Et pour faire vrai, si vous avez vu, dans le fond, c'est la troisième de la trilogie de Captain America qui met en force sur le héros Captain America. Les événements se passent après Age of Ultron, qui est le dernier film Avenger, et qui met en conflit, dans le fond, ce qui est arrivé dans le film Age of Ultron. J'en parlais pas trop pour pas spoiler, mais en tout cas, il y a des conséquences. Le gouvernement décide d'intervenir parce qu'il est tanné que les super-héros font ce qu'ils veulent à leur tête. Donc là, il décide de mettre une loi, puis là, les héros sont divisés en deux camps, ceux qui sont prêts à suivre la loi, ceux qui veulent pas suivre la loi. Puis c'est un film vraiment un concept différent des autres, parce que c'est des héros qui s'affrontent entre eux. Donc c'est ça qui a fait la beauté de ce film-là. C'est aussi d'une BD qui était une des plus réputées, qui est Civil War. Ça a changé l'univers qu'on voyait des super-héros. On était pas petit de voir des héros s'affronter face à face comme ça, puis qu'il y ait autant de violence, autant de côté psychologique mis de l'avant. Donc ça, je l'ai écouté. Je le recommande, c'est très bon. Il est sorti, je pense, il y a une semaine ou deux au club vidéo. Ouais. Il est disponible en 3D aussi. Il vaut la peine, même si c'est pas le film de super-héros qui a le plus d'effets spéciaux. Pour les bagarres, les scènes de combat, surtout les deux dernières, ça vaut la peine de le voir en 3D. Je pense que c'est pas nécessairement lui qui va chercher dans le plus d'effets spéciaux, outre la scène dans l'aéroport. Ouais, c'est ça. Je vais rien spoiler, mais c'est probablement lui qui va chercher plus les personnages et qui va aller dans des zones qu'on connaît moins. Non, mais ça, il met beaucoup d'emphase, le film met beaucoup d'emphase du côté psychologique, mais en fait, les films de Captain America à la base, c'est ça que j'aime de ces films. Il y a beaucoup un gros côté psychologique dans les films, parce que Captain America, c'est pas le personnage le plus puissant en tant que tel, mais il y a une personnalité très intéressante, puis il y a un côté psychologique très intéressant, parce que la force c'est un personnage qui a été transposé dans le temps. Donc j'aime beaucoup, c'est dans mes films préférés Captain America. J'aime ça beaucoup. Donc c'est la seule chose que j'ai écouté cette semaine. Alors on va continuer dans les prochaines chroniques. Alors la prochaine chronique, les nouvelles de la semaine. Alors quelles sont tes nouvelles cette semaine, Max? Bon, ben cette semaine, j'ai 3 nouvelles. Tant qu'à avoir rien à écouter cette semaine, on va jaser d'actualité. Voilà. Je vais commencer par la plus petite nouvelle.
qui est le Resident Evil Animation qui était annoncé. Dans le fond, je suis un grand fan de la saga Resident Evil et on parle des jeux vidéo et non de la série de films. Dans le fond, où que j'en ai, c'est qu'il y a un nouveau film d'animation relié aux personnages des jeux vidéo de Resident Evil. C'est toujours gagné par les personnages connus, là. Ouais, il va sortir au cinéma, mais pas ici, malheureusement. Il va sortir au Japon au cinéma. Mais bien entendu, on va la recevoir ici, probablement en Blu-ray ou sur vidéo sur demande. Ce qui est intéressant, dans le fond, de ce film d'animation-là, c'est que on va chercher le concept du premier jeu de Resident Evil, qui est deux personnages emblématiques qu'on met dans un manoir, où il y a du zombie, de l'horreur, des monstres. Et le film d'animation va tourner beaucoup sur l'horreur. C'était vraiment intéressant. C'était un parti qui était intéressant vu que ça faisait longtemps que Resident Evil était tout le temps dans l'action. C'est un retour aux sources, on peut dire. C'est ça. Avec le nouveau jeu qui retourne à l'horreur, puis un film d'animation qui va avoir l'horreur. En tout cas, ça a l'air d'être bon signe. Mais en tout cas, je me rappelle le précédent film d'animation qui était sorti il y a quelques années. Il a laissé mitigé le public. J'ai pas eu la chance d'écouter encore, mais les critiques m'ont pas donné le goût de le voir, là. C'était mauvais. Pour dire, vite, ils ont pris un autre concept qui n'était pas de se voir. Ça se passait dans un aéroport. Ouais. Donc, c'est avec le personnage le plus connu de la saga qui est Leon. Parce qu'il fait bon. Ouais, Leon fait toujours bon. Justement, Leon est de retour dans cette film d'animation avec Chris Redfield pour essayer pour ceux qui connaissent plus ou moins l'univers, Chris est le premier personnage jouable dans le premier jeu de Resident Evil. Et voilà. Et Leon apparaît pour la première fois dans le deuxième Resident Evil et est surtout connu particulièrement pour Resident Evil 4, qui est le personnage emblématique. Ah oui, c'est un jeu très marquant. C'est un chef-d'œuvre encore 10 ans après, c'est encore très très bon. Oui. Sinon, je vais passer tout de suite à ma deuxième nouvelle. Je vais parler d'une bande-annonce. Oh, ok. Quelle bande-annonce? Je te parle de Brise de Nice 3. Ah, ok. Là, si tu me dis, hey Max, il y en a eu un 2, je me rappelle pas. Ouais, c'est ça. Sais-tu pourquoi il n'y a pas eu 2? Dis-le-moi, parce qu'il a cassé le 2. C'est le slogan du film. C'est ça, Jean Dujardin réincarne Brise de Nice. Celui, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'était impensable de voir une suite sans Jean Dujardin. Jean Dujardin qui essaie de rester plus à l'Europe malgré son succès international aux États-Unis. Ouais. Préfère continuer à faire des films dans son petit chez-soi. Écoute, il gagne bien sa vie ici, en Europe. Alors, non, c'est ça, il ramène le personnage, je pense que ça fait peut-être 15 ans que le premier film. Ça fait longtemps qu'il est sorti le premier. Ouais, c'est ça, le premier film, c'était un bon film, ça a été un bon film, là. Mais c'est intéressant. Fait que le troisième, il est de retour, c'est c'est Brice qui se promène, qui fait du pouce, et qui va y arriver des mésaventures. Ça a l'air vraiment intéressant. On va voir. Je l'ai lu, le premier était un succès, alors. Ah oui, écoute, je t'ai cassé, on peut l'entendre partout. Ah, c'était la folie, je me rappelle. Sinon, je finis avec ma grosse nouvelle. The shit. Star Wars, dans le fond, Lucasfilm a annoncé officiellement que les films étaient prévus après, jusqu'en 2025. Ok, juste pour donner une idée, c'est dans 9 ans. Il y a 9 ans de préparation de films qui est déjà structuré. Alors, je sais pas, ils vont s'en à combien d'épisodes. C'est déjà officiel qu'il va sortir jusqu'à l'épisode 12. On est rendu à 7. Ils ont dit que j'ai prévu et il y a 3 spin-offs d'annoncer, dont un l'année prochaine avec Han Solo. Ouais. Et Rogue One qui sort en aide. Aussi, ouais. Alors, on peut s'attendre ils veulent un film de Star Wars à chaque année. Ouais. Écoute, ils vont, tant qu'à avoir payé 4 milliards pour la licence, ils vont la siphonner. Écoute, Star Wars épisode 7 a fait 2 milliards. Le monde, ça n'a pas été tant mentionné, mais il a dépassé le 2 milliards. C'est immense comme chiffre pour un film, là. Oui. Mais il y avait beaucoup d'attentes sur ce film-là parce que la dernière trilogie qu'il avait faite, ça n'a pas été beaucoup moins bien accueilli que la première. La première trilogie, on parle pas de la trilogie des années 70, là, on parle de la trilogie. Ouais. C'est le pré-sequel, je pense qu'on dit. Ouais, le pré-sequel. En tout cas, non, pas pré-sequel. Le préquel, pas pré-sequel, ça marche pas. Non, c'est qui est très mauvais. La préquel, d'abord, l'épisode 1 à 3 ont été beaucoup moins bien reçus. C'est parce qu'il sent la machine à cash, puis on sentait que Lucas ne le faisait pas parce qu'il en avait pas. Ouais. En tout cas, puis il y avait une abondance d'effets spéciaux, là. Ils ont tout mis, là. C'est dégueulasse. Je suis très déjà mal vieilli, puis le film a quoi, même pas 20 ans, là. Menace Fantôme est sorti en 2001. En tout cas, déjà mal vieilli. Mais dans il y a beaucoup d'attentes. C'est ça. Fait que Star Wars, si vous êtes déjà tanné depuis le 7e, attachez-vous, on n'a pas fini, on va en avoir du Star Wars. Les épées, la sans compter les séries animées qui se renouvellent à chaque année. Là, il y a Rebelle, dessin animé, bande dessinée, roman, produits dérivés, jeux vidéo. C'est ça que je m'en allais. Écoute,
Star Wars, t'en veux-tu en plus? Écoute, tu vas en manger. Fait que toi, t'as beaucoup de nouvelles cette semaine, je vais te laisser. Moi, j'en ai beaucoup, mais c'est toutes des petites nouvelles contrairement à toi. La première, je vois qu'une rumeur persistante qui est vraiment qui prend beaucoup d'ampleur, tellement qu'il y a une pétition à ce sujet. Dans le fond, il y a beaucoup de dans le fond, je parle encore des super-héros. Il y a beaucoup de rumeurs sur les nouveaux personnages. Parce que l'univers de DC commence à grossir tranquillement. Il veut comme mettre les personnages les plus connus. Donc tranquillement, il y a des rumeurs sur certains personnages qu'on a hâte de voir, dont un qui est Red Hood, qui est un anti-héros d'univers de Batman, qui est à la base, dans le fond, le deuxième Robin de Batman, qui va finir par devenir un anti-héros, connu sous le nom de Red Hood. Et il y en a beaucoup qui l'espèrent comme méchant du prochain film de Batman, ce qui est pas le cas actuellement. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il serait un des méchants du film. Et donc la pétition que je parle et la rumeur, c'est que la rumeur qui est persistante, c'est que Shia LaBeouf serait en train de négocier. Il y a des ententes de négociation pour essayer de l'avoir comme acteur pour faire ce personnage-là. Ouais. Et tellement que l'argument est persistant qu'il y a une pétition qui a commencé, qui a déjà ramassé beaucoup de signatures. Les fans sont d'accord. Ils veulent que l'acteur soit pris pour faire ce personnage-là. Moi, je suis sceptique à ce sujet. C'est pas un acteur en tant que tel que je tripe vraiment. Il y a une personnalité assez forte. Il est reconnu pour être très, comment je peux dire ça, disons que c'est un fouteur de trouble sur c'est plate à dire, c'est un fouteur de trouble. Écoute, il a déjà en tout cas, il a déjà dit que Transformers 2 et 3 il est détesté à mourir. Non, c'est ça, Transformers c'était une expérience très difficile pour lui. Le premier, c'était une bonne expérience, il a trouvé ça correct, mais les deux autres après il en parle encore de temps en temps, il a vraiment pas aimé ça. C'est pour ça que depuis ce temps-là, il veut pas faire de blockbuster. En plus d'avoir fait Indiana Jones Cap. Justement, c'est aussi un gros problème parce qu'il voulait faire une suite d'Indiana Jones, puis lui veut pas y aller. C'est à cause des problèmes. En tout cas, ça c'est un autre sujet. C'est ma première nouvelle qui était l'argument sur lui. J'attends de voir si c'est vraiment véridique. Moi, je suis sceptique à ce sujet. Il a quand même une personnalité forte. Il fitterait pareil, mais j'ai de la misère à le voir dans un rôle comme ça. Parce que je reste sceptique pour l'instant à ce sujet. Je sais pas si toi t'as une... Ben, écoute, Shia LaBeouf, c'est Shia LaBeouf. C'est jamais été un acteur qui m'impressionne tant que ça. Je pense pas qu'il est mauvais, mais c'est un acteur que... C'est rare que, absolument, la vie privée du monde, que des célébrités m'intéressent, mais lui, j'ai l'impression que je sens être trop tête enflée. Il m'énerve, je sais pas. Non, ça, il est mieux, je trouve énervant, t'as raison. Ma deuxième nouvelle qui tu me permets-tu une anecdote? Ah, vas-y. Je sais pas si t'as déjà vu le Shia LaBeouf qui regarde tous ses films en entier dans une salle de cinéma en live avec ça. Non. Il est filmé, puis pendant, je pense que c'est 3 jours, il écoute tous les films qu'il a tournés, que ce soit les Transformers. Mais non. Il les écoute tous. Puis c'est drôle, il y a des films qui est fier, tu le vois, qui est content de ce qu'il a fait. Puis t'en as d'autres, je pense que c'était Indiana Jones, il est à côté, j'ai trouvé ça long, là, pis il s'emmerde, là. C'est sur YouTube, ça vaut vraiment la peine, c'est très long. Écoute, j'allais faire un coup d'œil, je suis vraiment intrigué. Ma deuxième nouvelle, c'est une petite nouvelle, dans le fond, c'est anecdotique. Pour ceux qui connaissent l'univers d'Harry Potter, dans le fond, Harry Potter dans les premiers films, dans la plupart des films en fait, jusqu'au dernier, à partir du 6e, il vit dans la maison de son oncle et sa tante, et les Dursley. Et dans le fond, la maison en tant que telle, c'est une vraie maison qui a servi pour faire le décor, mais c'est une vraie maison dans un vrai quartier, puis en ce moment, elle est à vendre. Donc c'est ça que je trouve anecdotique, dans le fond, elle est à vendre actuellement à Londres. Donc pour les fans d'Harry Potter, il y a sûrement un fan d'Harry Potter qui va l'acheter juste pour dire qu'il possède la maison des Dursley. Moi, j'ai dit un jour sur Facebook que si j'avais l'argent, je la prendrais juste pour l'avoir dans ma collection. Je trouve ça très drôle. Ça, c'est ma deuxième nouvelle. Ma troisième nouvelle, c'est dans le fond, ça concerne là, je vais en reparler encore des super-héros. Je sais que j'en parle tout seul. Je sais que je suis surpris, mais ma troisième nouvelle, c'est que ça concerne le film Thor, le troisième Thor Ragnarok. Il y a 2 acteurs qui vont, en fait, il y a un nouvel acteur qui vient d'être choisi au casting. Son rôle n'est pas encore déterminé. Qui est Sam Neill. Pour ceux qui se souviennent pas par le nom, dans le fond, c'est un des acteurs principaux de la très célèbre saga Jurassic Park. Et il faisait le paléontologue qui, dans le fond, il vient pour inspecter le parc pour voir si les dinosaures sont vraiment comme ils devraient être. Et on le revoit aussi, je pense, dans le dernier film. Je pense qu'il y a un film qu'il fait pas, il fait genre les 1 puis 3, je crois. Parce que c'est dans le 2, je me rappelle. Parce que dans le 3, ils sont engagés par une famille de milliardaires pour trouver leur enfant. C'est pas dans le 2, je sais. Il me semble que non, le 2 est un peu noir, ou c'est le 3 qui est noir. Il me semble qu'il y a un des 3 films qui est pas dedans. En tout cas, bref, c'est connu pour ça. Et la fois, ils ont rejoint le casting de Thor, qui avait déjà un acteur connu de Jurassic Park, qui est Jeff Goldblum. Exactement, Jeff Goldblum, qui lui aussi, c'est le acteur principal de Jurassic Park. J'ai un blanc, c'était quoi son rôle exactement? C'est-tu un scientifique? Je me souviens.
Oh boy, tu m'en poses une bonne. Je sais que dans le premier film, on le voit, il est dans les principales, on le voit. Ouais, il est là tout à l'heure. Je pense qu'il joue beaucoup le rôle du beau gosse, mais je m'en rappelle pas, malheureusement. Je vais aller fouiller discrètement. C'est juste pour dire que c'est les deux acteurs forts de la saga Jurassic Park sont réunis de nouveau dans un film qui est le Thor 3. Et dans le fond, Brian, comment tu l'appelles, le deuxième acteur, Jeff Goldblum. Lui, son rôle est déjà déterminé. Il va faire ouais, on appelle ça il va faire un passage cosmique. J'ai un blanc sur le coup. Je suis vraiment désolé. C'est en fait, aujourd'hui, hein. Ouais, je suis un peu fatigué. Il va faire il va faire un être cosmique, un peu comme lui qu'on a vu dans Thor 2, le collectionneur, à la fin, ou dans les Galaxies, c'est la même race, c'est un être suprême que c'est pas vu. Et dans le fond, il y en a qui disent que dans le fond, le Sam Neill va faire un autre personnage de cette race-là. Donc ils vont comme être dans la même gang, donc ils vont avoir des scènes ensemble. Mais c'est déjà prévu que Sam Neill c'est un rôle secondaire pour ce film-là, mais que c'est possiblement un personnage qu'on va revoir. Parce que je trouvais ça le clin d'œil intéressant qu'il y a deux personnages forts de Jurassic Park. Déjà, on le voit plus beaucoup au cinéma, ça va faire du bien de le revoir. Tu parles de Sam Neill. Ouais, Sam Neill, ouais, c'est vrai, mais c'est longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai revu après Jurassic Park, je l'ai vu dans une série très connue, Les Tudors. Il a fait la première saison. Ah ouais, il jouait là-dedans. Il faisait l'évêque de Londres, je me rappelle bien l'archevêque de Londres, de Londres. Puis, la fois, il conseille le roi jusqu'à la fin de la saison 1 avant de se faire exécuter, parce que le roi, il exécute ceux qui contredit. Mais en tout cas, quand j'ai vu, j'ai tout reconnu, je dis, hey, mais c'est le gars du Jurassic Park. Bref, pas m'interdiser là-dessus. C'est juste ma petite nouvelle là-dessus. Et en passant, Jeff Goldblum, il jouait Ian Malcolm, et il était un mathématicien passionné sur la théorie du chaos. Oui, il en parle dans la scène, ils sont dans une auto, puis il parle du verre, quand c'est une goutte, à chaque fois c'est différent, à chaque fois que tu laisses tomber une goutte, ça fait pas le même effet. Ça, oui, c'est une des scènes plus intéressantes. Et ma dernière nouvelle, parce que j'ai des petites nouvelles, c'est encore un film de science, je suis vraiment désolé, je vais essayer de varier pour les prochaines fois. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais il y a tellement de choses intéressantes à dire là-dessus. Dans le fond, ils ont annoncé il y a pas longtemps le méchant du film Wolverine, qui va être Mr. Sinister, qui est un personnage très connu au niveau des X-Men. Et ils ont pas encore confirmé l'acteur. Puis il y a l'acteur qui est très connu grâce à une série qui est devenue une série culte, qui est Bryan Cranston, ouais. qui est l'acteur principal de Breaking Bad. Qui est pas de petite bière. Écoute, c'est toute une série très marquante que je recommande à ceux qui l'ont pas vu. Et dans le fond, il a dit qu'il aimerait ça faire un personnage super héroïque. Il avait déjà tenté de faire Lex Luthor dans le Batman vs Superman, mais ils ont choisi Jesse Eisenberg à place. Il s'est resté après pour faire Jim Gordon dans Justice League, qui est pas encore sorti. Ils ont préféré Simon J.K. Simon. Exactement. Là, il a dit, j'aimerais ça travailler pour Marvel. Je me verrais en tant que ce méchant-là. Je trouve qu'il a la personnalité, je trouve que j'ai la même personnalité que lui, donc je me verrais bien l'incarner. Personnellement, je l'ai pas connu à part dans la série, j'ai pas vu autre chose qu'il a fait d'intéressant. Moi, je peux le caler si tu me permets. Ouais. Il joue dans le dernier Godzilla. Ah, ok. Il est là à moitié du film. Je vous laisserai deviner pourquoi. Et il joue aussi, il a joué dans la série vraiment culte. Malcolm, tu m'as dit? Oui, c'est ça, Malcolm. C'est une des séries les plus cultes aux États-Unis. Peut-être moins ici, ça n'a peut-être pas eu le même succès. Ça, moi, j'ai connais le nom, mais j'ai jamais vu. Il est surtout reconnu pour ça, Breaking Bad, puis pas vraiment. Bref, je le connais pour Breaking Bad, puis oui, je pourrais le voir dans ce rôle-là. C'est pas un temps que je suis habitué de voir, donc peut-être ça pourrait l'aider à relancer, l'aider à sa carrière. Personnellement, comme je parlais au début de Shia LaBeouf, encore là, je suis sceptique. C'est pas des acteurs que j'ai beaucoup que je trouve très intéressants à la base. C'est sûr que Breaking Bad, il m'a marqué. Parce que je suis mitigé, je vais en reparler, c'est certain qu'ils vont avoir plus d'informations là-dessus. C'est pas encore confirmé qui va être le rôle. Il l'a demandé. Là, c'est les studios s'ils veulent l'avoir. Je sais qu'il n'y a pas d'acteur confirmé encore, même si le tournage est commencé du film. Parce que on va avoir des nouvelles très bientôt, j'en suis certain, parce que le film il est annoncé pour cet hiver, je crois. Ouais. Donc ça c'était une nouvelle. Alors on va aller avec notre dernière chronique de la semaine, qui est le hors-sujet. Dans cette chronique, on parle de tout ce qu'on veut, qui n'est pas nécessairement lié au cinéma. Alors, je te laisse tout de suite la parole, Max. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Je vais parler de jeux vidéo parce que je suis en train de recette qui marche. Moi, c'est une autre de mes passions. Je vais parler, mon beau-frère m'a prêté Mirror Edge Catalyst. La suite du premier, là? Oui, qui a été vraiment, je pense, ça a pris 6-7 ans avant. Il y a eu un long cheminement avec ça. Parce que le premier Mirror Edge a été un échec commercial. Et pour résumer, qu'est-ce que c'est le jeu? Dans le fond, Mirror Edge comprend le personnage qui se prénomme Faith. Et Faith, dans le fond, est une, elle va porter des colis par le parcours. Dans le fond, le parcours, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est de
qu'il faut dans le fond que tu cours sur les murs, que tu embarques de building en building, tu sautes tout ce qui bouge, tout ce qui est extérieur dans un centre-ville par exemple. Et dans le fond, la marque du jeu qui se différenciait du lot, c'est que justement tu pouvais courir sur les murs. C'était concept, là. C'était vraiment un super bon concept pour l'époque. Moi, personnellement, le premier, je l'avais quand même aimé. C'est un de mes jeux préférés de la génération PS3 360. J'étais surpris quand j'ai vu que c'était un flop. Moi, je l'avais aimé. C'est un flop de Steam qu'on appelle. Le jeu a été très bien reçu. Le monde a aimé le jeu, mais malheureusement, probablement que la communication à l'époque était plus ou moins correcte. Alors, le jeu est rentré dans l'oubli, malheureusement, et il y a 2 ans, il est annoncé finalement une suite qui s'appelle Mirror's Catalyst. Okay. On change un peu les bases, ça devient un open world. Dans le fond, le monde est ouvert, on peut se faire partout. Mais c'est un open world très limité, disons-le ainsi. Le jeu rentre malheureusement dans le même problème que beaucoup. C'est du remplissage. Oui, c'est un open world, mais la campagne est courte et le jeu ça ressemble à quelques 3-4 missions annexes différentes qui se répètent partout dans le jeu. C'est comme des défis genre qui se répètent en boucle. Là. Genre finir un parcours en moins de temps, reporter une affaire sans le briser. C'est plate parce que c'est une bonne idée de jeu qui malheureusement rentre dans le lot des jeux open world que finalement ils n'ont pas de saveur. Je sais que le jeu a été critiqué, c'était une critique mitigée dans le sens qu'ils ont enlevé un concept qu'il y avait dans le jeu de base qui était les combats. Le combat il revient mais il va être plus, c'est pas vrai, les combats sont là mais sont apportés d'une façon tellement floue. Il va te demander par exemple de mettre ta gâchette à gauche pour bloquer un coup en appuyant sur une touche. C'est tellement mal. Tu le sens pas de où qui va te frapper. Je sais qu'il y avait dans le sens il y a 7 combats parce que les combats dans le premier, il y avait beaucoup de combats de tir, de fusil. C'était mal fait les gameplays. Les combats étaient très parce que le jeu se voulait pas comme un jeu de tir. Non, c'est ça. Vraiment comme un jeu de parcours. Malheureusement, Mirror's Edge est pas un mauvais jeu, mais je suis content de pas l'avoir acheté finalement. Et c'est juste une déception. À 15$, 20$, allez-y sans hésiter, mais c'est une déception pour ma part. Sinon, je passe au deuxième jeu. Celui-là, ça va être bref. Je joue encore beaucoup à Rainbow Six Siege. Souvent. Oui, c'est mon jeu fétiche. Ça a été probablement le jeu que j'ai le plus d'heures sur ma PlayStation 4. Pour moi, c'est une claque ça la gueule. C'est le premier jeu que je trouve de shooter actuellement sur le marché. J'ai pas joué à Counter-Strike, fait que lancez-moi pas des rushs. Je joue sur console. Mais je trouve que Rainbow Six Siege est le premier shooter compétitif qui apporte vraiment une saveur différente, que tu sais, les décors sont destructibles, t'as des classes comme t'as l'habitude de voir un peu comme Overwatch peut arriver avec des classes. Là, ça va être une question de OK, lui il a un marteau, il peut défoncer un mur, l'autre il a une barrière une breach charge qui fait que tu peux démolir un mur en métal. Ils ont toutes des capacités. Et où c'est que je vais en venir, c'est qu'il y a une nouvelle mise à jour et je tenais à en parler parce que je la trouve vraiment cool la mise à jour. On a un personnage qui se prénomme Doc. Doc, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est le médecin du groupe. Dans le fond, lui, il a une arme qui peut, par exemple, si un de tes ennemis se fait blesser, peut se ramasser en terre et ne plus pouvoir vraiment bouger tant aussi longtemps qu'on l'a pas réanimé. Okay. Alors lui maintenant, dans le fond, sa spécialité était de tirer avec ce gun spécial-là et remonter ton coéquipier ou toi-même. Malheureusement, le personnage était peu joué parce que t'as jamais le temps de sauver tes coéquipiers ou quand il vient le temps de te réanimer, tu te fais souvent retirer tout de suite par la suite. Alors en bout de ligne, ça apportait rien. Et là, la nouveauté, c'est que tu peux donner de la vie supplémentaire maintenant à tes coéquipiers et t'en rajouter supplémentairement et t'en as plus qu'avant. Et ça apporte vraiment une nouvelle fraîcheur à ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? C'est vraiment un des plus gros. Puis il y a le personnage Twitch. Qu'est-ce que c'est quoi le personnage en soi? C'est qu'il y a un petit robot ou un drone qui va à roulette et qui lance des charges électriques. Okay. Malheureusement, t'en avais un qu'un. Si tu te faisais détruire par l'ennemi, t'en avais plus d'autres, puis ça servait à rien. Fait que ça arrivait souvent dès le début, tu l'avais plus. Et comment le jeu qui se passe, à la base, quand une partie commence, tu as des drones, et les drones cherchent dans la bâtisse que la game va se passer, et doivent trouver l'objectif et voir les ennemis avec qui tu vas affronter. Maintenant, tu peux commencer directement avec ce drone-là, et les prises de caméra d'avance,
Et maintenant, t'en as deux, et ils ont augmenté la vitesse, le son il a été réduit. C'est devenu un personnage que je trouvais malheureusement peu joué, qui est devenu pratiquement un des personnages les plus joués actuellement. Ah, c'est intéressant, ça. Faut que je redonne ça. Rainbow Six, autant qu'il y a des gros problèmes parfois, autant que le jeu, Ubisoft s'en occupe. Le jeu a vraiment beaucoup évolué depuis sa sortie. C'est vraiment. C'est un jeu qui se démarque. Moi, j'avais beaucoup aimé l'autre avant, qui était Rainbow Six Vegas, que c'est un de mes favoris. Moi aussi, c'est un de mes préférés. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, qui se démarque des autres concurrents du même genre d'un FPS. Et j'ai pas eu la chance du nouveau. Je te le recommande fortement. Je sais, c'est pas ça. Il faut que je l'essaye. C'est un jeu vraiment qui amène une dynamique vraiment particulière. Je trouve qu'il y a une profondeur vraiment particulière, qu'il n'y a pas les jeux comme... Je l'avais souvent Call of Duty, mais c'est comme ma bête noire. Je trouve qu'il manque... Ils ont perdu la profondeur qu'il y avait. Ben, ce qui arrive, c'est que ce jeu-là, tu peux pas foncer dans le tas. C'est à tes risques, mais t'es tellement vulnérable tout seul que t'es mieux d'être avec tes amis, prendre ton temps. C'est le travail d'équipe, vraiment. Le travail d'équipe a vraiment un impact dans le jeu. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis ça, faut que je leur donne, ils s'occupent d'essayer de bannir le plus possible des tricheurs. Ok. Parce que malheureusement, on le sait tout, le plus haut d'un jeu compétitif, c'est les tricheurs. Toujours, bien, toujours. Là, je vais arrêter de m'étendre parce que même pour ça que je vais t'en parler pendant des années. C'est sûr, là, je peux te laisser partir. Je vais te relancer, Matt. Toi, dans le fond, c'est quoi ton sujet cette semaine? Mon sujet cette semaine, c'est Jimmy Kimmel. Pourquoi Jimmy Kimmel? Eh bien, pour ceux qui connaissent pas Jimmy Kimmel, c'est un animateur humoriste, acteur, avec des guillemets, aux États-Unis, qui a sa propre émission chaque semaine depuis, je pense, ça fait 15 ans maintenant. Et c'est le Jimmy Kimmel Show. Et depuis quasiment le début de son émission, il a développé une rivalité avec un acteur très connu qui est Matt Damon. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est Jimmy Kimmel qui a remplacé Jay Leno ou c'est Jimmy Fallon? Il me semble que c'est Jimmy Fallon qui l'avait remplacé. Jimmy Fallon est beaucoup plus jeune que Jimmy Kimmel. Ok, c'est bon. Il me semble. C'est un bon sujet, mais ce que je veux parler de lui, c'est dans le sens qu'ils ont une rivalité entre les deux. Et ça se reflète dans le fait que de temps en temps dans l'émission, à chaque temps, quelques mois, il arrive une scène dans l'émission, parce que ce qui arrive, c'est que il y a une chicane entre ces deux-là dans l'émission. Parce que d'abord le Jimmy Kimmel Show, c'est une émission qui avait des artistes qui leur posent des questions, tout ça, puis il y a des sketchs de temps en temps. Et ce qui arrive, c'est que au début de son émission, Jimmy Kimmel était marié, il s'est divorcé avec une actrice très connue qui est Sarah Silverman, et elle a eu une brève relation avec Matt Damon. Puis on en a profité de faire un gag à Jimmy Kimmel à son émission où que Sarah Silverman puis Matt Damon chantent I fuck Matt Damon. Et à partir de ce moment-là, une rivalité s'est partie entre les deux, une tension. Depuis ce moment-là, Matt Damon n'a jamais été invité à l'émission à proprement parler, mais il a toujours essayé d'une manière de venir, soit par des vidéos, soit en essayant de s'incruster ou en se déguisant. Et ces rivalités-là, à chaque année, elle s'amplifie. Et il peut voir toutes les vidéos de la saga sur la page, sur le compte YouTube de Jimmy Kimmel. Et d'après ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, en fait, cette semaine, il y a eu les Emmy Awards, qui était animé par Jimmy Kimmel. Et il était en liste pour un prix d'animation, et il ne l'a pas gagné. Et après ce prix-là, il y a eu une pause, et au retour de la pause, il continue d'animer, parce que c'est animateur, et on voit qu'il est comme un peu down, puis t'as juste Matt Damon qui arrive avec une pomme, qui est en train de manger, ben relax, puis l'autre, il arrête son speech, il fait comme, hey, est-ce que je peux t'aider? Puis il fait, excuse, j'étais occupé en arrière, j'ai manqué d'aller à la télé, t'as-tu gagné? Puis tout le monde parle, parce que tout le monde sait qu'il a perdu, puis là, il arrête comme, je l'ai perdu, il fait, écoute, je sais pas si c'est avec toi, mais c'était comme évident, là. Puis là, il est comme, ben, merci de t'inquiéter pour moi, puis il dit, je peux-tu continuer? Il fait, vas-y. Puis attends, excuse-moi, c'est qui a gagné? Il dit, un animateur. Il dit, je l'avais dans mon pool. Puis il dit, excuse-moi, je suis en train de t'humilier. Il dit, écoute, regarde, t'es un loser. Tu viens de perdre. Tous ceux qui perdraient, ils vont être chez eux en train de pleurer, là. Tout est plus là de la soirée, devant tout le monde. Tout le monde te voit comme un loser. Il dit, applaudissez-là, c'est le plus grand loser. Là, tout le monde l'applaudit. Puis genre, il dit non. Là, il y a comme le malaise qui s'installe parce que tout le monde rit de lui. Puis lui, il est frustré, il pète une colère. Finalement, David fait, ok, c'est bon, je m'en vais, là, je vais arrêter de t'humilier. Puis il dit, on se voit au party d'après. Puis il dit, un party d'après. Puis là, il dit, il y en a pas. Puis il s'en va. Puis, est-ce que c'est juste pour montrer le clin d'œil, il est plus limité à l'émission, maintenant ailleurs, ces rivalités-là. Puis c'est vraiment, je l'ai peut-être mal expliqué, mais c'est très très drôle, puis ça vaut la peine d'être vu. Toutes les vidéos sont disponibles. Il y a une playlist sur le compte YouTube de Jimmy Kimmel. Tu peux aller voir la saga complète, c'est très très drôle. Je vous invite à le voir. Au total, ça peut vous prendre à peu près peut-être 50 minutes à écouter les vidéos. C'est vraiment bon, c'est très très drôle. Puis en parallèle, de temps en temps, on a Ben Affleck qui est autour de ça, qui est le meilleur ami de ces deux-là, qui est pris entre les deux feux. Puis il y a aussi rapport là-dedans, c'est très très drôle. Surtout que récemment aussi, ça a été plus connu, ça passait sur Facebook. La fois, il y avait une scène coupée de Batman vs Superman où que Jimmy Kimmel était censé apparaître, ou qui dans le fond la scène se résume où que dans le fond Bruce Wayne
quand Ken discute dans le party qu'on voit dans le film, t'as juste Jimmy Kimmel qui est dans le party, puis un des boys, il fait, hey, ben, t'es Superman pis t'es Batman. Puis là, il essaie il arrête pas de leur dire ça, puis les deux, ils font non. Puis ils s'écramaissent, puis à la fin, t'as juste Kimmel qui se fait pitcher à l'extérieur de la planète, puis il se crache sur Mars. Puis là, c'est un autre lien qu'un autre film. T'as juste Matt Damon qui est là, tout seul, qui attend. Puis là, il le voit, puis il dit, hey, je peux enfin venir à ton émission, puis il dit non, il faut faire mourir tout seul sur Mars. Fait que, en tout cas, ça vaut la peine d'être vu. C'est mon hors-sujet, ça peut être un peu mal expliqué, mais je vous assure, il faut vraiment voyer ça au moins une fois dans votre vie. La rivalité, elle continue à chaque, je dirais, 2-3 mois, il y a une vidéo de plus qui s'ajoute. C'est juste. C'est intéressant, c'est un autre. J'en ai écouté plusieurs en boucle, pis ça me fait toujours. C'est un bon running back. Donc, c'est mon hors-sujet. Moi, je me passe dans un segway inattendu que Mathieu n'avait pas. Alors, nous allons changer de potin. Oh, potin. Ouais, on va changer de potin. Je veux savoir ton opinion face à la séparation de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Je veux savoir ce que tu en penses. Faut vraiment parler de ça en ce moment. Oui, il faut parler de ça. Je sais que tu t'y attendais pas. Je sais que je te prends par surprise. Tu sais, moi, j'ai d'autres choses. À l'école, je parlais de ça avec un ami à l'école. Ouais. Puis j'ai comparé le couple Brad Pitt et Angelina Jolie à Ginny Starder et PKP. Okay. Parce que les deux arrivent quasiment au même moment, on s'entend. Okay. Et je trouvais ça très drôle de faire le parallèle. C'est comme deux couples forts qu'on pensait qu'elle allait durer éternellement, que là. Ah ouais, tu pensais à la durée PKP puis. Ben, c'est un couple qui durait depuis très longtemps, ils ont décidé de se marier, puis là, il y a la politique embarquée, ça a scrappé le couple. Ouais, parce que bizarrement, ben, elle a perdu tous ses droits d'impôt par rapport, vu qu'elle était mariée pas au premier ministre, mais un chef de parti, ouais. En tout cas, c'est. Il y a eu Mais là, moi, je reviens à Angelina Jolie puis c'est triste, là. Ça me surpris, ouais, écoute. J'ai de la peine, là, pour. Ben, écoute. Pas Angelina. Moi, c'est pas des acteurs, ben, je sais beaucoup sur Brad Pitt. En tant qu'acteur, il est vraiment bon. Ok, pas non, moi, je trouve qu'il y a un jeu d'acteur vraiment particulier qu'on voit pas beaucoup dans les acteurs. Surtout, il y a un très bon exemple, c'est Fury, un de ses derniers films. Ah, il est bon, là. Dans Fury, là, tu peux voir vraiment son jeu d'acteur. Ah, ben oui. Tu l'as pas vu, mais tu sais qu'il est bon. C'est un Brad Pitt, un bon acteur. Tu vois, c'est des émotions à un moment donné, juste une scène qui m'a fasciné dans Je Fury. trouve mal quand là. Il arrive à une base pour prendre une pause pour la nuit. Puis là, tous ces gens-là sont ébranlés parce qu'il y a eu des morts, tout ça. Puis il leur dit, écoutez, ça va aller, allez vous reposer, tout va bien aller, je m'occupe du reste. Puis il s'en va dans un coin sombre, puis il tombe à terre puis il se met à broyer. Puis là, tu vois qu'à la fond, il arrête tough, mais lui aussi, il cache ses émotions, puis finalement, il laisse sortir, puis il est comme en train de pleurer, puis là, il fait qu'il se relève. Puis il se ressort, puis il refait comme s'il était normal. C'est une scène vraiment qui m'a montré qu'il y avait un jeu d'acteur profond. Mais je pense que son meilleur rôle, t'as qu'à moi, c'est dans Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Ce film-là, là, si vous n'avez pas vu ça, là, c'est un chef-d'œuvre, là. Il est tellement bon là-dedans. Mais écoute, pour revenir au sujet. Non, c'est ça. Non, mais. Tu m'as demandé mon opinion, à fond, je m'attendais pas à ce qui s'est passé parce que aux États-Unis, c'est considéré comme le couple modèle. Ouais. Les médias n'arrêtaient pas de le dire à chaque temps de temps, ils disent tout le temps que c'est le couple modèle. Modèle, je sais pas pourquoi. Mais, dans le fond, c'est le couple qui dure c'est un des couples qui a duré depuis le plus longtemps. 12 ans, hein, je pense. 12 ou 13 ans. Et, les gens pensaient que ça allait être le. J'avais même pas de poids, là, ils disaient qu'ils étaient vraiment en harmonie, ces deux-là, ils étaient vraiment ensemble, ce qui est rare. Souvent, les célébrités, ils vont avoir des éléments qui vont les distancer. Il y a beaucoup de célébrités qui ont eu plusieurs mariages, un peu Tom Cruise, qui a eu différents mariages, que c'était beaucoup de tension, parce que Tom Cruise est très impliqué politiquement et aussi religieusement. Tu sais, il y a plein d'éléments de même. Et Brad Pitt puis Angelina Jolie sont vraiment, les deux, ils faisaient les mêmes affaires ensemble. Il y a une grosse famille, ils ont adopté beaucoup d'enfants. Trois. Mais ils ont aussi, ouais, ils ont trois, il y a une boîte de skateurs avec des enfants. Non, mais ils ont 3 enfants adoptés, puis je pense qu'ils en ont 2 qu'on fait ensemble, je crois. Ouais. C'est 3-3 pour vrai. 3-3 pour vrai? Ok. Ben, ils ont c'est parce qu'il y a un chien, ça. Il y a un chien à chaque fois. Ça pour dire que j'ai été surpris. Je veux dire, je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, c'est la vie privée des célébrités. Moi, dans le fond, je te comptais ça en joke, mais tu sais, tant qu'à moi, là, on peut tuer les lâches, on s'en fout. Non, ça, c'est la partie comme un bon, mais c'est parce que à chaque année, je fais parler des célébrités des couples, 18 ans, regardez Angelina Jolie puis Brad Pitt, c'est le couple modèle. C'est le seul couple qui est pas complété, qui a duré plus longtemps. Dans les plus connus, on s'entend. Ouais. Mais ça fait un boom pour rien. Moi, je crois ça, ils ont mis plus de place. Woody Allen avec sa fille, ils ont duré plus longtemps. Sa fille adoptée. Ouais, oui, adopté. Écoute, là, il sera en prison ça. C'est vrai que c'est très gris comme ça. C'est important de préciser parce que sinon le juge l'aurait mis en prison. Bon, ben là, on change. Tu m'as surpris, mais c'est ça. Mais toi, tu m'as pas vraiment dit ton opinion dessus. Ah, ben moi, je m'en fous.
Ah, ben c'est bon. Écoute, c'est pas quelque chose que j'aurais parlé si on n'avait pas parlé. Oui, mais non, ben, tout le monde en parle en ce je moment. voulais qu'on dérape un peu, là, pour une fois, là. C'est On que- est tellement straight qu'on dirait qu'on a un cordon dans le cul. J'avais le goût de... C'est une bonne idée, j'aime ça. Bref, sans plus attendre, on va attaquer notre sujet principal de l'émission. Le chef-d'œuvre. Le classique. Le Monster Big Movie of all time. Écoute, je pense que c'est le top 5 des films les plus meilleurs de tous les temps. Avec le parrain. Le parrain, puis Citizen Kane, il est juste au-dessus. Écoute, vous allez tomber sur la chaise, on va en reparler dans 2 secondes. On se revoit de l'autre côté. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est de retour pour la critique principale de l'émission, qui est aussi cette semaine le film Hitman Agent 47, qui est le reboot du premier film du même nom, qui est Hitman, qui est les deux, tantôt tu parlais que les jeux vidéo c'est toujours dans cette gagnante. Quand on les transpose dans les films, souvent c'est pas le cas. On a eu droit à certains films déjà, comme la saga Tomb Raider ou le Prince of Persia, qui n'ont pas été très bien accueillis par le public, qui ont mal aussi interprété les personnages qu'on aimait beaucoup les jeux vidéo, parce que ces deux personnages-là que je viens de nommer étaient très réputés. Hitman, qui est une très vieille saga qui date de la PS1, qui est très aimée moi j'ai joué à plusieurs jeux de Hitman, dont l'avant-dernier, puisque le dernier vient de sortir, que j'ai joué quand il avait sorti au complet, ce qui est bizarre. Bref, ils ont essayé de transposer l'univers de Hitman en film. Le premier film a été un échec même s'il était quand même proche de l'univers d'Hitman, il y a beaucoup de différences, on s'entend. Le personnage, j'avais quand même trouvé intéressant, je l'avais quand même bien aimé. Plus que le deuxième film qu'on va parler, que c'est notre film principal, dans le fond, parce qu'il faut que je fasse un intervalle. À la base, c'était essentiellement une suite du premier. Mais vu que c'était un échec, ils ont annulé le projet, et ils ont dû revoir l'univers d'Hitman au complet, et ils ont fait un reboot du film qu'on va parler là, qui est Hitman Agent 47. Dans les deux cas, il y a des similitudes très intéressantes. C'était réalisé les deux par des réalisateurs qui n'étaient pas très connus, que tout appelle des yes men. Ouais. Des réalisateurs qui sont choisis sur le tri pour mettre leur propre touche au film. Dans le premier cas, c'était Xavier Gens, selon peut-être rien, mais c'est un réalisateur français qui a été pris sous le volet, qui a pas fait grand chose. Il a une carrière assez brève pour l'instant. Il était connu à partir des années 2000, mais il avance à peu près aux 4 ans. Il était connu pour Hitman et Frontières, que je connais pas, mais c'est dans ses notables. Et l'autre réalisateur du nouveau film, qui est un autre réalisateur pris qu'on appelle Yes Man, qui est Alexander Bach, qui lui est encore moins connu. Il a fait que 2 films pour l'instant. Il a été choisi pour le même principe, pour mettre sa propre touche. Ben, c'est plus ou moins, Yes Man, dans le fond, qu'est-ce que ça consiste, c'est que les producteurs ont besoin d'un réalisateur. Ils n'ont pas besoin de prendre un gros réalisateur, je sais pas, Michael Bay, parce que Michael Bay coûte cher. Ah. Là, c'est un réalisateur qui vaut peut-être, mettons, 50 000 pour la production d'un film, même si ça rapporte plein. Généralement, ces réalisateurs-là ont plus ou moins le droit de rajouter quelque chose à la production. Bon, c'est eux autres qui s'occupent du post-production, mais c'est pas, ils n'ont pas une grande touche. C'est vraiment les producteurs qui décident. Mais le réalisateur, c'est comme celui qui s'ajoute tous les morceaux viennent marchent ensemble. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, à la fin, quand il y a le temps d'assembler un film, parce qu'il peut faire des shootings, seulement ça va vraiment toujours dépendre des producteurs. C'est ça, malheureusement, Yes Man. Bref, ça, c'est comme tu dis, c'est des réalisateurs qu'on peut pas trop en parler, parce qu'on peut pas comme les comparer avec leurs autres œuvres. Mais on peut s'attendre aussi aux acteurs qui ont une autre similitude. Les deux acteurs des deux films, c'est deux acteurs. Le premier film, l'acteur maintenant il est quand même relativement connu maintenant, qui est Timothy Olyphant, qui est connu actuellement pour la saga Star Trek, entre autres. Non, tout le temps. Ah, je me mets là. Zachary Quinto, c'est lui qui joue Spock dans Star Trek. Ah, c'est ça. Excuse-moi. Timothy Olyphant, c'est le premier Hitman de la première mouture de la série de films. Il est rendu connu excuse-moi. Il est connu pour Scream 2, Die Hard 4 et la série Deadwood. C'est vrai que c'est de plus en plus connaître. Ces temps-ci, il fait de plus en plus de films. Il va être d'ailleurs à l'affiche de Snowden, qui est un film historique. Il était pas très connu à la base quand il a été choisi. C'est le même principe pour l'acteur du deuxième film, qui est encore moins connu, qui est Rupert Friends. Rupert, ouais. Il s'est fait connaître principalement grâce à ce film-là. Il a été connu surtout avant ça par la série notable Homeland, que j'ai pas vu, qui est une série très réputée. En tant que tel, dans les deux cas, c'est des acteurs qui ont pris sous le volet. Pour le premier film, c'était pas le premier choix. À la base, il voulait Vin Diesel comme premier choix. Pour le premier film de... Ouais, il faut toujours préciser pour le premier film. Il a été remplacé après par Jésus Salem, qui était en deuxième choix, qui a refusé lui aussi. Finalement, ils ont pris l'acteur que je vous ai dit. Timothy Olyphant. Exactement, qui a quand même apporté sa touche au personnage. J'ai trouvé que le premier film, le personnage était mieux interprété. Pour le deuxième film,
qu'on va parler là, dans le sens que vu que c'était un reboot, ils ont voulu refaire le film. T'avais une anecdote à dire à ça, parce que à la fois, c'était pas l'acteur qui était choisi à la base. Non, en fait, c'était Paul Walker. Ça faisait longtemps, ça avait même été confirmé. Le film devait passer en tournage et malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Paul Walker est mort d'un accident et malheureusement, il a été remplacé. Si je me trompe pas, c'était bien et bien 2 semaines qu'il y avait pour changer d'acteur parce que tout était prêt pour tourner le film. Non, le film allait commencer à tourner. Le décor, tout était prêt. Il restait juste à tourner le film et malheureusement, Paul Walker est mort. Alors, ils sont virés de la scène. Il y a pas un acteur qui était plus ou moins cher. Il ressemblait un peu, on lui rase la tête, let's go, on a notre Jean 40. Puis on espère que ça marche. Et donc... Et si tu me permets de rajouter une petite touche, le film de Hitman, qui est la nouvelle mouture, lui qu'on va parler justement, ouais. A été un plus ou moins succès au box-office. Le film a coûté 35 millions, il a rapporté 82 millions. Il n'a rapporté seulement, même pas 50 millions. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que le premier film sorti à l'époque, malheureusement, lui, il a rapporté beaucoup plus. Pas nécessairement une tonne, mais il a rapporté... La fois, le film coûtait 24 millions, il a rapporté 100 millions. Alors, il a rapporté au total 80 millions. Alors, le nouveau film a fait encore moins. C'est sûr que le premier était considéré comme un flop. Un flop, je sais pas côté budget, mais côté critique, les gens l'ont vu, mais ça n'a pas été très acclamé par le public. Ce que je reproche au film, sans aller dans les spoilers, en fait, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que par exemple, Ubisoft, il y a le film Assassin's Creed qui sort à la fin de l'année, que j'ai l'impression qu'il va être bon, parce que tout semble être en... J'aimerais juste préciser une affaire, parce qu'on parle du film, mais on dit pas c'est qui, il faudrait comme mettre en contexte c'est qui Hitman, dans le fond. Ce que je vais expliquer, c'est que, je fais ça vite, c'est que, où que ça me dérange, c'est que j'aurais aimé ça que le studio du jeu ait un mot à dire en arrière. Allez, vas-y, tu peux y aller. Non, je suis d'accord avec toi, c'est ça le problème pour ça. Dans le fond, Hitman, on en parle, juste pour mettre les gens en contexte, pour ceux qui connaissent pas. Dans le fond, Hitman, en français, ça veut dire mercenaire. Tueur à gage, excusez-moi, tueur à gage. Et dans le fond, le personnage, c'est le numéro 47, il n'y a pas de nom. Parce que dans le fond, il fait partie d'une agence fantôme, qui forme des meilleurs agents au monde, qui prennent des enfants à la naissance, puis jusqu'à leur adulte, ils les forment pour être les meilleurs agents. Et ils n'ont pas d'identité, ils ont juste un numéro. C'est pour ça qu'ils identifient. C'est pour ça qu'il y a un code barre dans la tête. Exactement, il est identifié par la tête rasée avec un code barre dans la 47. Et il fait des missions pour cette organisation à travers le monde. Il va voyager dans différents pays, dans des missions, puis il est reconnu pour être indétectable, et réussit toujours ses missions. Et le jeu, en tant que tel, c'est ça, on a des missions, on avance dans l'histoire. Tous les jeux ont une histoire semblable jusqu'au récemment. Depuis la nouvelle saga des Hitman, dans les 2 derniers jeux, on décide de prendre des personnages puis de le décrocher de son rôle habituel. Il est rendu indépendant de la société. Dans le dernier jeu Ascension, il cherche le meurtrier de la seule personne qu'il connaissait. Dans le fond, Ascension ou Absolution? Absolution, excuse-moi. Absolution, dans le fond, le film commence que c'est la suite du précédent. Le jeu, je veux dire, où que dans le fond, lui, la seule personne à qui il parle, c'est elle qui donne l'émission. Puis après qu'elle est morte, donc là, il décide de trouver le meurtrier. Parce que dans le fond, c'est Absolution, le jeu, c'est ce qui apportait, c'est là qu'on voulait chercher que l'agent 47 avait peut-être des émotions. Ouais, parce qu'il était très froid, fait qu'on a essayé de le rendre plus vivant. Donc le film, on a essayé de reproduire ça, le personnage que je vous parle, dans un film. Donc le premier film a quand même plus ou moins bien sorti le personnage. Ils ont mis plusieurs éléments du jeu qui étaient déjà présents. Mais en fait, l'histoire, on s'entend, était mal exécutée. En fait, le premier film, le problème qu'il y avait, c'est que les décisions des personnages avaient plus ou moins de sens. Tu sais, dans le fond, dans un film, souvent, t'as une ligne de conduite et tu passes du point A au point B. Dans le fond, le film va être ça, mais tu sais, des fois, il peut prendre des détours. Mais celle-là, malheureusement, c'est qu'il prenait des décisions. Tu disais, voyons, l'agent 47, qui est censé être Silent Assassin, prenait des décisions de rentrer dans le tas et de... Tu sais, le personnage en soi est pensé pour être droit, froid, calculateur, rien pris au acquis, tout est calculé. Ouais. Et les 2 films ne réussissent même pas à faire ça. Non, de temps en temps, il y a des petits passages de furtivité, mais ils mettent beaucoup l'accent sur l'action. C'est ça qui est dommage, parce que c'est une boîte d'action, mais d'espionnage, tu sais, Mais ce que je comprends pas, c'est qu'une franchise de même, tu sais, dans le fond, l'agent, il est silencieux. Ça devrait coûter même moins cher de faire un agent silencieux. Tu sais, j'ai rien contre une fin de film avec une scène d'action. À la limite, c'est un tueur. Mais tu sais, c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas Terminator, c'est pas un Schwarzenegger, là. C'est un agent silencieux. Non, c'est ça. Les deux, ils ont passé à côté. Mais je pense que c'est le fait que les films d'action accrochent plus.
Donc, ils ont voulu mettre l'emphase là-dessus. Ben, Bref, on va parce que là, tu te bouttes déjà le public qui tripe sur le jeu vidéo. Puis là, le public d'action voit juste un autre film d'action bancal d'un agent qui tue tout le monde. Ouais, c'est pas gagnant. Bref, on va se concentrer sur le deuxième film parce que on va juste parler du premier pour introduire le deuxième parce que la fois c'est le deuxième qui est sorti récemment, l'année passée, je crois. L'été passé, exactement. Il est sorti le 21 août 2015. Pour commencer, dans le fond, avant d'entrer bref du sujet du film, qu'est-ce que tu as pensé de l'interprétation de l'acteur principal du film, qui est Rupert Friend, qui était, comme j'ai dit, un acteur assez récent. Il y a beaucoup de pression sur ses épaules, on s'entend, parce qu'il remplaçait un acteur qui était quand même très connu, Paul Walker. Faut dire que la promotion s'est pas faite autour de Paul Walker. Déjà en partant, ça aidait pour lui. Mais ce que Rupert Friend, comment je trouve, c'est pas un mauvais acteur, mais je veux dire, il se démarque pas, il y a pas de charisme, il y a pas de, tu sais, je m'attends pas à ce qu'il joue de la comédie puis qu'il pleure. Non. Non, je m'attends pas à ça. Mais, j'ai l'impression qu'il va mal chercher, je le sens pas. Je sais que le gamer, moi, reconnaît le personnage, et quand il associe le personnage à cet acteur-là, ça fit pas. J'ai rien contre l'acteur, mais l'acteur en soi, je trouve qu'il se démarque pas plus qu'une autre production de cinéma qui est réalisée par justement Yes Man. Pour moi, j'ai trouvé quand même bof. Je veux dire, c'est dur de faire un personnage comme ça qui, à la base, il n'y a pas d'émotion, qui est clairement froid, puis lui, ce nouvel acteur, il veut se démarquer. Il y avait un rôle difficile à faire, on s'entend. Ben, il y avait pas beaucoup de temps non plus pour le faire. Non, ça aussi. Mais ils ont quand même essayé dans le film, on va en parler sur un spoiler, ils ont essayé de mettre des émotions dans le personnage. Pour attirer le public à être plus intéressé au personnage. Ce qui a pas trop marché, on s'entend. En fait, dans le fond, ce qui rend l'agent 47 différent des autres, c'est que l'agent 47 est justement le seul clone qui est capable d'avoir des... C'est pas un clone, c'est un enfant élevé. Ouais, il y a des clones de lui, mais c'est le seul qui est capable d'avoir vraiment des émotions qu'il devrait pas en avoir. C'est ce qui le différencie des autres agents, pour ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à lui. Mais, tu sais, quand je pourrais dire ça, le film, je trouve qu'il l'exécute mal dans le sens que tu t'attaches pas aux personnages qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui. Non. Pis t'as pas envie de t'investir avec eux autres. C'est ça qui est plate. Non, les personnages, pas nécessairement à cause des acteurs, mais les personnages sont pas super intéressants dans le film. Ils ont pas de profondeur en tant que tel. À part le personnage qui est incarné par Zachary Quinto, je te dirais que c'est probablement le moins pire du film, même si le personnage en soi est affreusement mauvais. Mais d'ailleurs, on veut juste dire brièvement les acteurs principaux du film. T'as Rupert Friend. Oui, Rupert Friend. Oui, c'est Rupert Friend, c'est l'acteur principal. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Dans le fond, l'actrice principale du film, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une fille pour que ce soit gagnant en film d'action, c'est Anna Ware. Ouais, c'est ça. Et suivi de Zachary Quinto. Et là, j'essaie de bien le prononcer. Siran Inns. C'est Siren Inns. Merci, mon anglais, c'est pas vrai. C'est principalement les acteurs principaux. La plupart sont pas super connus. Il y a un des quatre, j'ai un blanc, je pense que c'est le quatrième, j'ai dit. Il a joué dans la saga Harry Potter dans les derniers. Et il est aussi connu pour deux séries très connues, qui est Rome et Game of Thrones. Mais à part ça, les autres étaient relativement peu connus. Et Zachary Quinto fait partie du casting de Star Trek. Oui, c'est pour ça qu'il se fait connaître maintenant. Il était connu pour ça. Et la série Hero. Il jouait le méchant principal de la série Hero. C'est ça d'ailleurs que j'ai pas la chance de le finir, mais il faut que je la finisse un jour. Parce qu'il y a une suite aussi qui est sortie. Bref, ça a mal viré. On parle pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est des acteurs relativement connus ou peu, dépendant des cas. Zachary serait plus connu. Ouais, je pense que Zachary serait plus connu. Et à part le personnage principal, les autres, comme on dit, se démarquent pas vraiment. Ils ont chacun a donné quelque chose dans le film, mais je te dirais que malheureusement le film tombe dans le même plat que les autres films d'action avec un tueur à gage qui est super puissant. Ça rentre dans le même lot. Monsieur Madame tout le monde qui connaissent pas le jeu, c'est un film comme les autres. C'est plate parce que c'est un personnage vraiment intéressant. Un personnage et un univers vraiment intéressant à exploiter. Il y a de quoi. Surtout que dans le nouveau film, ils ont essayé de créer une belle histoire autour du personnage. Je comprends. J'étais surpris que le film se plante, je me dis qu'il devrait avoir appris du premier. Ouais! Ça n'a pas marché. Refais-le pas dans le 2. Ils ont empiré les défauts. Oui. Autant que le premier, oui, il y a des scènes d'action, ils ont quand même mis des scènes de furtivité pour montrer les capacités de Hitman. D'ailleurs, une des capacités qui est reconnue du personnage, c'est qu'il, pour se fondre dans la masse, il se déguise. Ouais. Ce qu'il a fait un peu aussi dans le deuxième film, mais que c'est pas aussi bien apporté. Je me rappelle même pas qu'il se déguise. Oui, il se déguise, il me semble, en policier à un moment donné, un truc du genre. Ah oui, excuse-moi, oui, c'est vrai, écoute, c'était tellement mémorable. C'est c'est un de ses traits principaux qu'ils ont mis de côté dans le film. Dans le premier, il avait quand même tenté de le faire.
C'est ça, c'est des éléments qui m'ont déçu. La réalisation aussi, l'histoire, autant c'est long que la réalisation, l'histoire s'emboîte mal. Je veux dire, ils ont essayé de redessiner l'histoire pour pas que les gens s'attendent au même film que le premier. On refait l'histoire complète en essayant de pas mettre tous les mêmes éléments à part l'organisation secrète qui l'a formé. Ils ont mis un élément d'un côté pour y mettre des émotions, pour en parler à ce point-là, parce que sinon ça a tout spoilé le film. Mais j'ai vraiment pas aimé ça, la façon que c'était apporté. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire qui est pas un spoiler. Ben, on peut dire notre opinion. Bref, du film, moi, je l'ai trouvé, j'ai mitigé pour le film. C'est pas un film, j'ai trouvé que c'est un film moyen. Dans ton cas, pas exécrable, mais entre le moyen et plus l'exécrable. toujours aussi Pointu sur la critique. Alors, pour vraiment parler plus en détail du film, on va être dans un spoil. Alors, évitez-le si vous n'avez pas vu le film ou si vous voulez absolument pas voir le film parce qu'on vous a déjà découragé. Écoutez ça, vous allez voir, il y a des choses fascinantes à savoir sur le film. On se revoit de l'autre côté. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, de retour dans la section spoiler. Alors ici, on va démolir le film, si je peux me permettre ce terme, parce que c'est un film qui m'a déçu sur beaucoup de points. Très controversé. J'avais beaucoup d'attentes, parce qu'on s'entend que, comme on a dit tantôt, le premier était très mitigé. J'avais beaucoup d'attentes, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Edmund, qui a beaucoup de... quand même une histoire très intéressante à développer. Ouais, il y en a un d'intéressant là. Exactement. Et l'approche qu'ils ont pris du deuxième film m'a déçu. Donc, premièrement, on en a parlé tantôt, les scènes d'action. Hitman, à la base, c'est un homme qui s'infiltre, qui se déguise, qui fait discret, c'est un fantôme. Oui, il fait un peu dans le film, mais c'est pas ce qui est mis d'avant. D'ailleurs, la scène la plus mémorable du film, que tout le monde peut retenir, c'est la scène d'action qu'on voit au milieu du film, quand il est en plein milieu du centre-ville, puis il descend tout le monde qui arrive avec des grappins. Stalin assassin. Écoute, c'est Silent, avec des silencieux, là. Il passe pas incognito, là. Ça me, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai aimé la scène parce que c'est une belle scène d'action. Mais, quand tu connais le personnage... C'est comme, ben là, c'est comme si c'est Woody Woodpecker piquait pas dans les bois. J'avais dit ça, genre, c'est comme si James Bond allait faire un film d'action à la Arnold Schwarzenegger, puis il y a une machine gun, puis il y a pas d'Aston Martin, écoute, ça a plus ou moins de sens, là. Cette scène-là m'a tellement fait décrocher du personnage que j'ai été bonne l'action, en tout cas. Ben, c'est parce que c'était, ouais, mais bonne l'action. L'action est bonne, c'est pas ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est une scène d'action parmi tant d'autres. C'est une idée, c'est un plan. Ouais. On sait, OK, où qu'on va envoyer des gars, on fait ça comme ça, on fait un tour 360. C'est la cash money du film. Écoute, c'est une bonne scène, mais c'est pas une grande scène. Autant qu'il y a une scène mais c'est parce que cette scène-là aurait plus d'impact si le film était bon. C'est ça. Mais en tant que le film, il est très mitigé. Même, comme je dis, il est assez fait de la facilité. Il y a une scène d'ailleurs c'est la scène d'intro quand on regarde le trailer du film, qui est une des scènes quand même les plus intéressantes du film, qu'on voit vraiment ses capacités d'agent. C'est quand à un moment donné, il s'est arrêté, puis il s'est interrogé. Ouais. Puis là, c'est là qu'il montre vraiment sa personnalité de calculateur, puis tout ça. Puis là, tu es comme, ok, là, ça va être nice. Mais la scène est bonne, mais t'en vois pas. Ben, c'est parce qu'en même temps, Hitman, oui, je sais, il est calculateur, tout ça, mais à un moment donné, il est fucking limite, là. Le personnage se veut quand même réaliste dans le jeu vidéo. Réaliste. En grand guillemets, ouais, là. Mais dans la scène qu'on parle, je là. vais décrire la scène. Ouais, vas-y. Il était à une table d'interview dans un cubicule, une salle d'interrogatoire, avec un policier, je pense ou un agent, en tout cas, whatever. Il y a un snipe installé sur la table. Qui est le sien. Qui est le sien, hein, ouais, ouais, ils l'ont confisqué. Qui est sur la table, qui vise directement l'agent 47. Et dans le fond, le policier, il pose des questions. Et agent 47, t'as manqué hot. Ouais. Il lance le gun dans les airs. Il réussit à enclencher... en fait, il lève la tête dans les airs. Au même moment, le gars tire. Mais vu que la balle a tiré en angle, il lève son bras. Puis comme il est enchaîné, tu sais, parce qu'il est enchaîné. Ben, c'est ça. La balle transperce les menottes. Il se ramasse en menottes, tue les deux gars, puis il fait peur à l'autre. Tu sais, c'est toujours over the top. Écoute, la scène est belle, elle est au ralenti, tout ça. Mais on voit sur quelques temps, mais c'est un peu réel dans le sens qu'il est capable de calculer que la balle va... ben, c'est pourquoi? Tu sais, je veux dire... Oui, il y a des réflexes assez intéressants. Dans le jeu, à la base, c'est quelqu'un quand même, tu sais, il est déformé, des bons réflexes, tout ça, on le voit. Autant que cette scène-là, quand même, j'ai trouvé ça un peu too much. Là. Ouais. Est-ce que tu me permets d'embarquer sur la chose qui m'a le plus agacé du film? Vas-y. Écoute, c'est dans la moitié du film, à peu près, on l'apprend.
Il y a un protagoniste qui court après l'agent 47 et c'est Zachary Quinto qui incarne Spock dans Star Trek. En tout cas, c'est pas ça mon point. Le point c'est que le personnage, pour de vrai, à la base, était intéressant. Il ne fait pas partie du jeu vidéo, mais amenait une petite touche plus humaine, ça apportait quelque chose, et que ça part en couille. Le personnage se fait tripler de balles par l'agent 47. On se dit, bon, ben, crime est mort, c'est plate. Non, il revient, tu sais pourquoi? Parce qu'il est en fucking métal. Oui, en dessous de sa peau, il y a du Kevlar en métal. Ben oui, du Kevlar en métal. Il explique que, dans le fond, c'est une personne minorée des nouveaux agents. Ouais, c'est... Hey, tabarnak, sérieux? Mais c'est dans le principe de vouloir refaire l'histoire du personnage, il voulait ajouter des éléments qu'on n'est pas habitué de voir pour accrocher les gens au film et au jeu aussi. Ouais, mais quand tu regardes un porno pis le gars se tape pas les couilles sur le mur, tu vas te dire, c'est un nouvel élément, on essaie de faire autre chose. Non, écoute, moi, des couilles taquées sur un mur. D'ailleurs, ce personnage-là, il vient, à partir de ce moment-là, on le voit tout le temps dans le film, il revient parce qu'il est pas tueur pis il essaie de nous tuer à plusieurs reprises. Pis, d'ailleurs, à la fin, moi, je savais pas, je l'ai appris après parce que je suis pas resté dans le générique, mais dans le générique, on voit une scène pour prouver encore qu'il est pas tueur, parce qu'à la fin, on pense qu'il est mort. Ça devrait être le méchant du 2 qui aura jamais lu. Techniquement, si il y a un 2, ce serait le méchant, parce que dans le fond, on pense qu'il est mort à la fin, mais si on regarde la scène générique, il a survécu. Parce que tout le long du film, il essaie de le tuer. Mais, j'ai un point positif par rapport au film. Ah ouais, t'en as un? Ouais, j'en ai un pour vrai. Il y a une scène qui se passe comme, je pense, c'est dans les débris d'avion. Et dans le fond, la scène, c'est la seule scène d'infiltration que l'agent 47 utilise vraiment ses capacités d'infiltration. Tue ses ennemis, un par un, mais de façon originale et silencieuse. À part, je pense qu'il y en a un qui se fait écraser, là, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais autrement, il y a vraiment une bonne idée de réalisation en arrière, que l'agent 47, vraiment, un par un, exécute tellement d'une façon originale que je pouvais faire, ok, ça, c'est cool, les scènes sont vraiment bien réalisées, le timing des combats sont bien faits. Mais c'est tout. Non, c'est pas mal c'est seulement on a vu le personnage. C'est comme il y a eu des scènes, j'ai un peu de la misère à me rappeler parce qu'elles n'ont pas été très marquantes, mais il y a des scènes où il va se déguiser. Sa spécialité d'Hitman, c'est aussi se déguiser. Ouais. Et il s'en sert pas super. Je disais pas autant qu'il devrait s'en servir. Oui, tu sais, je me rappelle d'une scène qu'il va s'en servir pour fuir. Il va se déguiser en policier, je me rappelle bien, puis il va s'enfuir. Ouais. Mais à part ça, il se sert pas super bien de cette capacité-là, que d'habitude, il se sert pour infiltrer les endroits. Dans le premier film, c'était beaucoup mieux introduit. Il s'en sert à un moment donné, il est pris dans un appart. Il se déguise en plusieurs personnes après l'autre, puis ça s'en fait de l'appart. À part ça. Mais sinon, l'autre élément qui m'a vraiment tapé ses nerfs du film, parce que. Je sais où tu t'en vas. Ouais, je pense que c'est où je m'en vais. D'abord, Hitman, c'est un personnage qui est commencé comme solitaire, froid, pas d'émotion. Et il a aussi apporté un côté émotion parce que, dans le fond, dès le début du film, sa cible, c'est une femme. Ouais. Puis finalement, il décide de la protéger. Parce qu'il utilise des informations sur elle qu'on n'apprend pas tout de suite. Et, dans le fond, il apprend que c'est une agente comme lui. Et rapidement, dans le fond, elle apprend des éléments parce que dans le fond, il cherche le père de elle. Parce que dans le fond, le personnage principal du film, c'est bizarre à dire, c'est pas l'agent 47, c'est elle en fait. Parce que le film tourne autour d'elle et c'est elle qu'on voit le plus souvent à l'écran. Même si on se rappelle même plus du nom du personnage. Non, c'est ça, mais le personnage en tant que tel, c'est juste qu'elle est principale parce que l'agent 47 c'est pas besoin d'elle pour trouver son père à elle. Parce qu'elle a des visions aussi en plus. Ouais, elle a des visions, elle a des pouvoirs. Ouais, elle a des visions. En plus que le gars qui est en métal, elle a des visions. C'est aussi un autre truc je vais te laisser expliquer pourquoi elle a des visions. Je peux pas te laisser parce que je pense que j'ai mal compris le. Ben, c'est sa sœur. Oui, ça, je m'en rappelle. Ok, c'est ça, ouais. Parce qu'à un moment donné, ils se rencontrent, ils réussissent à trouver la cible. C'est de là que je m'en allais. Je me rappelle pas si c'est à cause de ça qu'elle avait des visions. Bref. Ouais, parce que c'est sa sœur. Ils ont mis un côté famille. T'sais, ils ont dit, hey, on va rendre ça plus accessible à tout le monde. On va mettre une famille. Donc, on apprend vers la fin de film que la fois, c'est sa sœur. Et que le père de elle, dans le fond, ben, c'est son père à lui aussi. Ouais. C'est lui qui a créé le programme des agents. Parce que dans le fond, le film tourne sur le tour tourne autour qu'elle cherche cet homme, mais elle sait plus ou moins pourquoi. Là. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, il trouve son père. Puis, c'est aussi, c'est un moment où ça décroche du film, c'est que, Agent 47, il fait des missions. Il donne l'objectif, il fait. Que là, dans le film, il décroche de son agence. Au début, il fait une mission, il s'arrête parce qu'il réalise qu'il faut pas qu'il tue la fille pour trouver le gars. Donc, il dit à l'agence, il met l'agence de côté, puis il se concentre sur ça. Puis, à la fin, il découvre que son père, il jase avec. Son père est malade, tout ça. Puis, dans le fond, le méchant métal qui est pas de ça, il vient le chercher. Il y a un combat. Finalement, il est obligé de le laisser puis s'en aller. Fait que là, dans le fond, il fait signe parce que comme il est asthmatique, il y a une pompe. Il met une bombe dans sa pompe, tu sais. Puis, et l'autre comprend qu'il vu que, tu sais, il a plus rien à perdre puis il est en danger, c'est ça qui peut créer les agents.
il part en hélicoptère, il fait exploser l'hélicoptère, le méchant meurt avec lui, là tu te dis ok, le gars en métal est enfin mort, mais comme je l'ai dit, il est pas mort. Puis là le film il est comme ok, là ça finit de même, la fille, sa sœur puis lui font ok, on s'en va, puis là il arrive à l'ascenseur ouvre, c'est un clone de l'agent 47 qui apparaît qui doit être l'agent 48. Qui est genre l'ascenseur 47, puis là ils sont face à face, puis le combat commence, ça coupe là. Puis là ça je me suis dit, ça a été une belle scène d'action. De voir ces deux-là s'affronter. Parce que dans le fait, ils te lancent le fait que l'agent s'appelle à quelqu'un, on voit pas c'est qui, on a aucune idée c'est qui, il l'amène 2-3 fois dans le film. Puis tu te dis ok, bon ben on va voir, j'imagine qu'il va arriver à la fin, il va retourner le film d'un bord. Puis là, non, c'est juste pour annoncer une suite. Qui n'aura pas lieu. Il y avait beaucoup d'attentes à ce film-là, j'imagine. Je pense qu'il y avait le monde était curieux parce que il savait que le premier film était un flop, tout le monde se disait probablement que le deuxième film ferait pas les mêmes erreurs, mais malheureusement il est fait, mais différemment. Mais c'est l'effet des jeux vidéo transposés, j'en ai parlé tantôt avec entre autres Prince of Persia ou Tomb Raider. Vous savez qu'ils ont de la misère à transposer l'idée du jeu en film. Ouais, je pense que le seul, pour moi, personnellement, qui a réussi à bien le faire malgré ses défauts, c'est le premier Silent Hill. Autrement, j'ai pas autre chose. Ben, j'ai pas encore vu le Warcraft, mais il a quand même été bien accueilli. Ben, je déteste pas non plus le premier Resident Evil. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, là, mais moi... Non, c'est vrai, tu me fais oublier, mais oui, une des plus grandes sagas qui a quand même perturbé, qui est une preuve que quand même ça peut marcher, mais que là, il déraille un peu, on s'entend. C'est pas depuis le 3, je pense que c'est Resident Evil qui avait des bonnes bases pour faire une bonne série de films. Que les premiers, c'est un excellent film. Après, ça commence à perdre un peu de sa saveur. Et les derniers, ben là, ils ont comme juste fait, ok, on prend tous les personnages des jeux, on les met tous d'un coup dans le film. Ouais, pis ils sont garagés à gauche et à droite, mais... C'est juste pour faire des clins d'œil pour que les gens fassent, ok, ben j'aime la série, je vais écouter les films. Ah, ben oui, c'est mon personnage préféré. Ben c'est ça, c'est à peu près ça, là. Puis, souvent, c'est aussi que les films les jeux qui sont transposés en film, ils essayent de tout mettre les personnages rapidement, là, il y a Assassin's Creed qui a beaucoup d'attentes. Assassin's Creed, ouais, je pense que c'est sûr que dans le fond, je parlais tantôt, Ubisoft ont la main dans le projet carrément. Ouais. Ils s'attendent même pas à avoir un gros comment je peux dire, un gros succès au box-office. Ils sont prêts éventuellement, parce que le film sort le même jour que le nouveau Star Wars. En tout cas, s'il aurait dû sortir une semaine avant ou après, mais c'est parce que je vais t'expliquer pourquoi ils sortent à Noël, puis ils s'en foutent que ça sort le 21 décembre. C'est que pendant les 2 semaines de vacances de Noël, chaque jour était l'équivalent d'un samedi au box-office. Ils s'attendaient. Mais c'est ça, dans le fond, je pense que le projet, autant que Assassin's Creed, c'est pas vraiment la licence que je pourrais faire dans le jeu vidéo, autant que je crois que le film m'intéresse, mais c'est là que je crois que Ubisoft ont leur mot à dire en arrière et ils vont laisser la chance. Mais déjà qu'ils sont déjà investis dans ce projet, dans le sens que je sais pas si tu te rappelles, mais pour Assassin's Creed 2, pour promouvoir le jeu, ils ont fait un film qui se passe avant le 2. Ouais. Avec des vrais acteurs tournés à Montréal. Avec des acteurs québécois en plus. Ouais, tous des acteurs québécois, plusieurs anglophones qui sont pas très connus du côté francophone. Il y en a un qui est très connu, qui est Emmanuel Tatros, qui faisait le pape Borgia, bref. Ils ont fait un court film, il y a pas très longtemps, je l'ai d'ailleurs sur mon ordi, je l'ai écouté 2 fois. Et le peu qu'on voit, j'ai très aimé. C'est tout Ubisoft qui s'est chargé de la production. Et dès là, j'avais le goût de voir un film complet. Et je suis content qu'ils réalisent le film. J'ai gros espoir, j'espère pas être déçu. La bande-annonce, je connais le goût. Ben, ce que j'espère en fait de ce film-là, c'est qu'il va relancer la vapeur sur les films. Il y a des jeux là, qui ont un potentiel immense au cinéma, on va se le dire. Ouais. Mais tu sais, il y a un potentiel immense, mais la façon qu'il l'amène. Il est mal exécuté. C'est, ben, comme, mais, tu sais. Tom Brady aussi, c'est arrivé. Je pense apparemment qui est bon que je n'ai pas vu, c'est Warcraft. Il y a un gros succès de je l'ai mentionné, mais j'ai d'avoir un flash. En parlant de reboot, il a été annoncé qu'il y aura le reboot de Tomb Raider. Ouais, avec... Parce que la saga, il était censé faire 3 films, on en a juste fait 2 avec Angelina Jolie. Ouais. Qui était très mitigé, les 2. Le premier était correct, le 2 était pas bon. C'est ça. Ça a comme été, le personnage était mal placé, il était pas aussi bien placé qu'il était, on n'avait pas totalement l'histoire qu'on était habitué de voir Tomb Raider. Non, exact. C'était, en tout cas, c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup à la base, je l'ai beaucoup aimé depuis qu'ils l'ont refait dans les nouveaux jeux. Mais là, le reboot, il a votre potentiel parce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent... T'inspirer de la nouvelle franchise. La nouvelle franchise, c'est ça. Puis ils ont pris une actrice qui ressemble beaucoup d'ailleurs au personnage, contrairement à Angelina Jolie, qui était quand même plus poussée sur le côté esthétique du personnage. Bref, on précise quand il finit qu'on parle plein de films de jeux vidéo, il y en a tellement maintenant. On va aller directement à la note. Ce que je propose, c'est dans le fond, on n'a pas beaucoup parlé du premier film, mais on nous s'en servir comme base. Vu qu'on en parlera peut-être pas jamais, on va quand même donner une note pour que j'ai une idée de ce qui s'attend. C'est décider d'écouter les 2 back-à-back pour avoir une idée.
Alors, je t'invite à commencer avec à noter les deux films. Ok, je vais y aller avec le premier film qui s'appelle uniquement Hitman. Je vais lui donner un 2.5. C'est pas un bon film, mais il y a des éléments qui respectaient le jeu malgré tout, même si on dérapait beaucoup dans l'action. Il y a moins de dérapage que le deuxième. Ouais, et plus fidèle. Puis j'aimais plus l'esthétique du film ainsi que la face du personnage qui rapprochait beaucoup plus de l'agent 47 dans le jeu vidéo. Pour le deuxième film, Hitman Agent 47, je donne un 1.5. Ouf, je pense que c'est ta pire note que t'as donnée. Ça se peut. Même Batman, tu avais donné, je pense, 2. Non, Batman, j'ai donné 1. Ah, ok. Bon, ben, Batman égalité Batman. Écoute, il faut quelque chose pour que ça soit aussi mauvais, là. Ouais. Écoute, ce film-là est quand même moins mauvais que Batman et Superman pour moi. Toi, tu dis... Hey, bref. Moi, pour le premier film, Hitman, que j'ai quand même bien apprécié, avec un casting qui était mieux construit, j'irais qu'un 3 sur 5, qui est une note légèrement meilleure que la tienne. J'ai légèrement apprécié, surtout parce qu'il dérapait un petit peu moins, même si c'est les scènes d'action. Au début, j'étais porté à dire 3.5, mais en réfléchissant avec toi, les scènes d'action gossent trop par rapport au personnage, donc j'y vais avec un 3. Le deuxième, encore une fois, je suis toujours moins critique que toi. Je suis comme le bon code backup. On fait bien là-dedans. Je donnerais un 2. T'es fin. Un limite 2. Je dirais pas qu'un, ce serait trop chiant pour un film qui a quand même des choses intéressantes à apporter. Déjà qu'il voulait partir de sa gueule là-dessus. Je trouve ça dommage que là, on doit attendre un certain moment encore avant qu'il décide de faire une autre route. Je pense que c'est mon pour un méchant. Souvent, ce qui arrive comme Prince of Persia, on annulé le projet, il voulait faire... Hollywood, parfois, nous surprend et nous sort des suites à des films qu'on s'attendait pas. Mais comme Tomb Raider, qui est une belle surprise, je crois, qui va être très intéressant à voir. Moi, d'après moi, ce qui va arriver avec l'agent 47, c'est que il va sûrement avoir un autre film avec un autre acteur, mais qui va sortir directement début. Souvent, malheureusement, c'est... Peut-être une série. Ah, ça, par exemple, ça serait intéressant. Ça serait un beau concept. Bref, je donnais 2 pour ça. Et un 2 correct, tu sais, c'est pas un 2 fort. Et ouais, c'est ça, le film, pour ceux qui connaissent, en fait, ce que je veux dire pour les gens qui veulent absolument le voir, si vous connaissez le jeu, mettez ça de côté quand vous écoutez le film. Si vous connaissez pas le jeu, ben vous allez passer quand même un bon moment. Mais si vous connaissez le jeu, ça va vous taper ses nerfs. Surtout si vous êtes un fan de la série. Bref, on va conclure l'émission, parce que c'est pas conclure à un moment donné. Alors, je vais te laisser aller en disant où qu'on peut te rejoindre. Dans pas moi, on peut me rejoindre @MaxTarion sur Twitter ou MaxTarion sur Facebook. Vous pouvez suivre la page La Ligue des Cinébars directement sur Facebook ou Ligue Cinébars sur Twitter. Éventuellement, nous serons sur Google+, parce que Google+, semble vouloir reprise. Je suis pas sûr qu'il y a vraiment... En tout cas, on va voir. On est aussi sur YouTube. Là, si tu me permets, je vais faire une petite parenthèse avant que tu te plugues. Le problème iTunes va être réglé très prochainement. Nous serons sur iTunes et Google Play ainsi qu'RZO. On a trouvé une solution à notre problème, une solution je considère comme temporaire, mais qui est fiable, donc on va s'en servir. Et en principe, si tout va bien, on est sur iTunes la semaine prochaine. Et oui. Et à mon tour, ben moi on peut me suivre sur Facebook, Mathieu Bellec-Prévost. On peut me suivre sur mon autre page, Les Potions 3 étoiles. J'avais dit la semaine passée, j'allais sortir une vidéo cette semaine. On a eu un imprévu. Je vais produire une vidéo cette semaine qui va être pas la vidéo qui était censée qu'on avait annoncé. Parce que dans le fond, un de mes membres n'est pas disponible, il est en voyage, donc je vais faire une vidéo avec un seul de mes membres, parce qu'on est 3 dans l'équipe. Et c'est juste pour dire qu'un projet s'en vient, et de rester à l'afflux. Et aussi de toujours rester à l'afflux de notre page, de liker, de commenter, de partager. On vit grâce à vous. On aimerait ça que vous nous dites plus de commentaires, on essaie de pousser pour vous écouter, mais vous dites, j'ai comme pas l'impression que vous êtes attentifs à nos demandes. On a une crowd, on aimerait qu'elle grossisse, écoutez, on cherche pas à devenir des fans, là. On veut juste avoir une petite crowd, un petit fanbase qu'on peut interagir avec. Non, j'imagine que la visibilité qu'on va gagner dès la semaine prochaine, ça va aider, mais je suppose qu'on a commencé à recevoir des messages privés. Je trouve ça quand même bien. Des personnes qui sont intéressées à participer plus ou moins à l'émission, soit avec nous en enregistrement, soit à des chroniques. On vous invite tous, si vous avez des idées, des concepts, vous voulez juste partir à une émission ou juste faire une chronique une fois de temps en temps, n'importe quoi, une idée, on est ouvert à tout. Nous, on veut vraiment, on est en construction de notre émission. On veut acheter des nouvelles affaires. D'ailleurs, on pense à des chroniques, on a cherché des idées pour une nouvelle chronique. Puis de plus, j'aimerais dire merci à la crowd du podcast, car on a un appui que je n'étais pas mentionné. 3 bières nous appuient
On a le Cervelle du Cornet de Mouche, je ne me trompe pas, et Arcade Québec qui nous appuie dans notre démarche de podcast. On tient à les remercier. On les remercie de tout cœur. Et restez à notre page et on se revoit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine avec un film mauvais ou bon. On va laisse devenir. On vous laisse le suspense.